En un demi-siècle, les relations sino-européennes sont passées du dégel diplomatique à la coopération, puis au partenariat stratégique. Mais plus le moment est décisif, plus il nous faut regarder la réalité en face. La perception européenne de la Chine est aujourd'hui en profond décalage avec la Chine réelle. Je voudrais aujourd'hui parler de 3 choses: l'ouverture réelle de la Chine vers l'Europe, les erreurs de perception européenne et la manière d'éviter de gâcher les 50 prochaines années. D'abord, les 4 grandes erreurs européennes sur la Chine qu'il faut corriger selon moi. La première, la Chine serait un marché faible. C'est faux. La Chine compte plus de 400 millions de personnes appartenant à la classe moyenne, soit davantage que la population totale de l'Union européenne. Déjà en 2024, la Conférence centrale sur le travail économique a fait de l'élargissement global de la demande intérieure une priorité stratégique et a lancé le plan d'action spécial pour la stimulation de la consommation. La Chine a lancé une nouvelle vague de politique de stimulation de la demande intérieure, renouvellement des appareils électroménagers, montée en gamme des services, développement du commerce dans les villes moyennes et dynamisation de l'économie des seniors. Cette orientation a été réaffirmée dans le 15e plan quinquennal, véritable feuille de route de l'économie chinoise pour les 5 ans à venir. L'objectif est clair: élargir la classe moyenne et renforcer sa capacité de consommation. Du côté du gouvernement chinois, les dépenses orientées vers le développement des individus en matière d'éducation, de santé, d'emploi et de protection sociale doivent se traduire directement par une montée en puissance du potentiel de consommation et de la demande intérieure. En 2026, la Chine continuera à poursuivre et élargir ses politiques de renouvellement d'équipements et aussi de reprise des biens de consommation. L'objectif, élargir la couverture de la population et de maximiser l'effet de levier sur la consommation. L'affirmation européenne numéro 2, l'excédent commercial est gigantesque et colossal et il n'est pas en faveur de l'Europe. C'est faux. En effet, il existe une fracture cachée dans le débat sino-européen. En effet, c'est d'un grand angle mort. En 2023, les exportations européennes de services vers la Chine ont atteint près de 50 milliards d'euros, dominés par la finance, l'assurance, le conseil, le design industriel, la certification et le service après-vente du luxe. Ces secteurs génèrent des marges très élevées, mais ils ne sont presque jamais comptabilisés dans les débats sur les déséquilibres. L'Europe dénonce le déficit de marchandises tout en encaissant silencieusement un excédent massif dans les services et la propriété intellectuelle. Et ce n'est pas un déséquilibre commercial, c'est un déséquilibre statistique, narratif et psychologique. Si l'on additionne bien services et licences, l'équilibre réel, en effet, est bien plus systémique, souvent même favorable à l'Europe. Aller encore plus loin, le commerce international repose sur la liberté des échanges. Personne n'oblige les entreprises européennes à acheter les produits chinois. Et si l'Europe achète des produits chinois, c'est tout simplement parce qu'ils sont compétitifs et qu'ils offrent un bon rapport qualité-prix. Et que cela crée également une situation gagnant-gagnant. La vraie question n'est donc pas pourquoi l'Europe achète en Chine, mais plutôt si la compétitivité de ses propres produits n'est pas insuffisante et s'il ne faudrait pas se concentrer davantage d'efforts sur la montée en gamme de l'offre européenne. Affirmation européenne numéro 3, la Chine n'est qu'une usine du monde. C'est faux. La Chine est passée de la fabrication à la fabrication intelligente, de la capacité de production à même, de temps en temps, la définition des standards. Aujourd'hui, la Chine est le premier producteur mondial de véhicules électriques, le premier investisseur mondial dans les énergies renouvelables et aussi le premier pays en nombre de stations 5G. La Chine n'est pas en train de rattraper l'Europe. Dans plusieurs secteurs, la Chine avance même côte à côte avec l'Europe, voire en tête. Affirmation numéro 4, les relations sino-européennes seraient uniquement commerciales. C'est faux. La relation entre la Chine et l'Union européenne est désormais une relation systémique. Capital, technologie, normes, services, chaînes de valeur sont profondément imbriquées. Les constructeurs allemands investissent en Chine, les entreprises chinoises de nouvelle énergie produisent en Hongrie et les trains Chine-Europe circulent par dizaines de milliers chaque année. Et ce n'est pas du commerce, c'est la codépendance industrielle. Et maintenant, je souhaiterais également souligner les 3 problèmes européens que l'Europe doit regarder en face. La première, c'est la dégradation de l'environnement de sécurité. Depuis le conflit en Ukraine, l'Europe est devenue une zone à risque politique élevé. La logique des sanctions cédant et même des investissements chinois normaux sont étiquetés des menaces sécuritaires. Comment une entreprise peut-elle investir là où les règles peuvent être renversées du jour au lendemain ?
Question numéro 2, la détérioration du climat des affaires. Entrepôts pillés, entreprises chinoises ciblées par des applications sélectives du droit, ou encore les discours médiatiques qui transforment la menace chinoise en norme politique. C'est un effet de dissuasion. Dans la nuit du 21 au 22 décembre 2025, l'entrepôt de JD.com, situé dans le banlieue nord de Paris, a été pillé par un groupe criminel hautement organisé. Plus de 50 000 produits électroniques grand public ont disparu pour un préjudice estimé à 37 millions d'euros, soit environ 306 millions de yuan. Il faut souligner qu'il s'agissait du pic des stocks pour la saison des achats de Noël en Europe. Une grande partie des commandes de fin d'année des consommateurs dépendaient de cet entrepôt. Que représentent les 300 millions de yuan? C'est l'équivalent de la valorisation d'une entreprise technologique de taille moyenne envolée en une seule nuit. Et cette affaire pourrait même compromettre le grand projet de JD.com qui prévoit d'investir 18 milliards pour acquérir un géant européen de la distribution. Et JD.com n'est pas un cas isolé. Que penseront les autres entreprises chinoises intéressées par le marché européen? Question numéro 3, la polarisation politique interne. Montée du populisme, politique à courte vue, affaiblissement de l'autonomie stratégique, l'Europe n'est pas dépassée par la Chine. Elle est freinée par elle-même. La Chine ne demande pas la coopération, elle crée des conditions de la coopération. Déjà plusieurs preuves. L'exposition internationale d'importation de la Chine à la CIE à Shanghai et aussi l'exposition internationale des produits de consommation à Hainan qui attire chaque année de grands nombres de visiteurs. Et aussi la liste négative pour l'investissement étranger se raccourcit chaque année. Les secteurs des services en Chine, finance, santé, éducation, retraite, s'ouvrent progressivement. La Chine n'est pas l'adversaire de l'Europe. Elle est son partenaire de redressement de compétitivité. 2026 ne doit pas être une année de nostalgie, mais une année de redémarrage stratégique. La Chine n'est pas la menace de l'Europe, elle est l'un de ses derniers grands partenaires de prospérité. L'Europe doit retirer les vieilles lunettes, non pas pour la Chine, mais pour elle-même.